Au moment où ma sœur Émilie a déballé mon cadeau lors de sa fête d'anniversaire pour ses 35 ans, son visage s'est tordu dans ce ricanement familier que je connaissais trop bien. Elle a brandi la boussole restaurée, le bien le plus précieux de notre grand-mère, et Harry, le traitant de « Camelot bon marché et sans valeur ». Elle l'a annoncé à tous ses amis fortunés, puis l'a jeté dans la poubelle à côté d'elle. Je me tenais là, silencieux, observant sa cruauté théâtrale. Elle ignorait que la maison de luxe où elle se trouvait, la Tesla dans son allée, et la robe de créateur qu'elle portait, tout cela avait été payé par moi. La fête s'est poursuivie autour de moi comme si rien ne s'était passé. Les invités d'Émilie, tous vêtus de leurs vêtements coûteux et dégoulinants de bijoux, sont retournés à leur champagne et à leur conversation mondaine. Je suis resté figé, fixant cette poubelle où la boussole de notre grand-mère gisait désormais, parmi les papiers d'emballage et les assiettes de fête jetées. Émilie planait parmi ses invités, jouant l'hôtesse parfaite, jetant parfois des regards moqueurs dans ma direction, affichant ce sourire qui disait qu'elle prenait plaisir à m'humilier. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que pendant les 5 dernières années, depuis la mort de nos parents dans cet accident de voiture, j'avais été la fondation invisible qui soutenait toute sa vie. Quand nos parents sont décédés, j'ai hérité de l'entreprise familiale de construction. Papa l'avait bâtie à partir de rien pour en faire une entreprise de plusieurs millions de dollars, et son testament expliquait clairement pourquoi il me l'avait laissé plutôt qu'à Émilie. Mais je ne lui ai jamais parlé de l'héritage. Au lieu de cela, je l'ai laissé croire qu'elle était celle qui avait réussi, tandis que je travaillais discrètement en arrière-plan. Chaque mois, pendant 5 ans, 30 000 $ transitaient de mes comptes vers diverses sociétés écrans que j'avais créées. Ces entreprises n'avaient qu'un seul but, maintenir Émilie à flot sans qu'elle le sache. Sa boutique, dont elle se vantait constamment, n'avait jamais généré de profit. Pas une seule fois. L'hypothèque de cette maison de 500 000 $, où elle organisait des fêtes et me regardait de haut, je la payais par l'intermédiaire d'une fiducie, qu'elle croyait provenir d'un parent éloigné qui n'existait pas. La Tesla Model S, avec laquelle elle parcourait la ville, publiant des photos de sa réussite sur les réseaux sociaux, je l'avais achetée via une autre société écran et fait en sorte qu'elle la gagne dans un concours, qu'elle pensait avoir saisi aléatoirement en ligne. Même l'assurance maladie de sa famille passait par un programme spécial auquel son mari, Marc, était censé s'être qualifié grâce à son emploi d'enseignant, mais c'était en réalité moi qui couvrais le coût des primes. J'avais passé 3 mois à restaurer cette boussole. Notre grand-mère l'avait portée lors de son immigration d'Irlande, pendant la dépression, et en élevant seuls 6 enfants après la mort prématurée de grand-père. Elle nous disait qu'elle nous ramènerait toujours à la maison, peu importe à quel point nous étions perdus. C'était la seule chose que j'avais gardée de sa succession, et j'avais minutieusement restauré chaque détail en laiton, remplacé le cristal, et l'avais fait calibrer professionnellement. « Georges, tu devrais vraiment essayer de mieux t'habiller pour ces événements, » dit la voix d'Émilie, coupant mes pensées. Elle était apparue à côté de moi avec son cercle d'amis. « Tout le monde demande ce que tu fais comme travail ces jours-ci. Tu es toujours à courir entre des petits boulots. » J'ai regardé sa robe de créateur, sachant que je l'avais payée la semaine dernière, lorsqu'elle avait plafonné sa carte de crédit. « Je reste occupé, » ai-je dit simplement. « Il est trop fier pour accepter de l'aide », a déclaré Émilie à ses amis, secouant la tête avec une fausse sympathie. Je lui ai proposé des postes dans ma boutique, mais il insiste pour faire les choses à sa manière. Certaines personnes ne peuvent tout simplement pas être aidées. Son amie Jennifer, portant des diamants que j'ai reconnus grâce à une alerte d'achat sur la carte de crédit que je remboursais secrètement chaque mois, m'a regardé avec pitié. « Ça doit être difficile, Émilie, » a dit Jennifer. « De devoir regarder ton frère galérer. » « Le plus difficile, c'est l'embarras, » a dit Émilie, sans même essayer de baisser la voix. « Quand les gens découvrent que nous sommes liés, je dois expliquer que nous avons été élevés de la même manière, mais que nous avons fait des choix différents. » Marc, le mari d'Émilie, est apparu à son épaule. C'était un homme bon, un professeur d'histoire au lycée qui aimait sincèrement ses élèves. Il avait épousé Émilie il y a 10 ans, quand elle était différente, ou du moins prétendait l'être. « Émilie, ça suffit, » a-t-il dit doucement. « Je suis juste honnête, » a répondu Émilie, jetant ses cheveux en arrière. « Georges sait que je l'aime malgré ses échecs. » Marc a croisé mon regard et a murmuré « Désolé », avant d'éloigner Émilie pour saluer d'autres invités. Il faisait cela plus souvent ces derniers temps, s'excusant pour sa femme par des regards et des gestes, comme s'il savait que quelque chose n'allait pas, mais ne pouvait pas l'identifier clairement. Je me suis dirigé vers la poubelle, prévoyant de récupérer la boussole quand personne ne regardait. Mais l'ami d'Émilie,
Robert, se tenait juste à côté, parlant fort de son nouveau yacht. J'ai décidé d'attendre plus tard. La fête a continué pendant encore 2 heures. J'ai siroté une seule bière et regardé Émilie travailler la salle, acceptant des cadeaux qui ne signifieraient jamais autant pour elle que cette boussole aurait dû l'être. Elle parlait de ses futurs plans d'expansion pour la boutique, de la maison de vacances qu'elle envisageait en Floride, de l'école privée où elle inscrirait ses enfants l'année prochaine. Chaque plan, chaque vantardise, chaque moment d'ostentation était construit sur mon argent, mes sacrifices, mon silence. Vers 22 heures ce soir-là, alors que les invités commençaient à partir, j'ai surpris Émilie dans la cuisine au téléphone. Elle parlait de ce ton chuchoté et urgent qu'elle utilisait quand elle se croyait maligne. Oui, maître Peterson. Je veux aller de l'avant avec la paperasse, disait-elle. Notre grand-mère avait définitivement plus d'actifs que ce qui a été divulgué. Je sais que Georges les cache. Il a toujours été son préféré, il lui rendait toujours visite à la maison de retraite. Elle a dû lui donner accès à des comptes que nous ignorons. Mon sang s'est glacé. Peterson était un avocat, réputé pour les litiges successoraux agressifs. J'ai la preuve qu'il l'a manipulé durant ces dernières années, a poursuivi Émilie. Toutes ses visites quand elle était démente. Il a dû lui faire signer des choses. Je veux ce qui me revient de droit, et je me fiche de ce qu'il faut pour l'obtenir. Elle a fait une pause, écoutant la réponse. Oui, déposer les documents préliminaires. Je veux le prendre au dépourvu. Il est de toute façon trop stupide pour le voir venir. Je me suis éloigné de l'embrasure de la cuisine, l'esprit en pleine course. Non seulement elle vivait de mon argent tout en m'humiliant publiquement, mais maintenant elle prévoyait de me poursuivre en justice pour des actifs qui n'existaient pas, affirmant que j'avais manipulé notre grand-mère, la même grand-mère dont elle venait de jeter la boussole à la poubelle. J'ai sorti mon téléphone et envoyé un seul SMS à Sarah, ma directrice financière, lancé le projet Vérité lundi matin, 9 heures précises. Puis j'ai dépassé la cuisine, les derniers invités, la poubelle où la boussole gisait toujours, et suis sorti par la porte d'entrée. Émilie n'a même pas remarqué que j'étais parti. Alors que je rentrais chez moi dans ma Honda Civic de 10 ans, la voiture qu'Émilie se moquait toujours, j'ai pensé aux 5 années de relevés, de reçus et de documents se trouvant dans le coffre-fort de mon bureau. Chaque paiement, chaque sauvetage financier, chaque opération secrète que j'avais menée pour maintenir la vie de ma sœur à flot. Elle me croyait stupide. Elle me croyait pauvre. Elle me croyait un raté. Lundi matin, elle allait apprendre à quel point elle avait tort. Le lundi est arrivé avec une clarté inhabituelle. L'une de ces matinées nettes où tout semblait plus précis, mieux défini. Je suis arrivé à mon véritable bureau à 7 heures, 2 heures avant la réunion avec Sarah. L'immeuble était l'une de ces tours rutilantes du centre-ville, devant lesquelles Émilie passait tous les jours pour se rendre à sa boutique. Elle ignorait que la suite exécutive du dernier étage appartenait à son frère, raté. Je me tenais aux fenêtres du sol au plafond, regardant la ville s'éveiller en contrebas. Quelque part là-bas, Émilie se préparait probablement pour une autre journée à prétendre être une femme d'affaires à succès, une autre journée à dépenser de l'argent qu'elle n'avait pas gagné, une autre journée à vivre un mensonge que j'avais permis de perdurer trop longtemps. Sarah est arrivée en avance, comme toujours. Elle portait 2 tasses de café et un dossier épais, qui contenait, je le savais, 5 années de dossiers financiers méticuleusement documentés. Sarah n'était pas seulement ma directrice financière. Elle avait une histoire avec Émilie, que je n'avais apprise qu'après l'avoir embauchée il y a 3 ans. « Tu es prêt pour ça, Georges » a-t-elle demandé, posant un café sur mon bureau. J'aurais dû le faire il y a des années, ai-je répondu, prenant une gorgée du torréfié noir parfaitement préparé. Tu honorais les vœux de tes parents. Ils t'avaient demandé de prendre soin d'elle. Prendre soin de quelqu'un ne signifie pas permettre sa cruauté, ai-je dit, me détournant de la fenêtre. Elle a franchi une ligne samedi soir. Sarah a ouvert le dossier, étalant les documents sur la table de conférence. Examinons ce à quoi nous avons affaire. La boutique d'Émilie perd actuellement 30 000 $ par mois. Elle dit à tout le monde que c'est un succès massif, affirmant même qu'elle prévoit de la franchiser, mais elle n'a pas fait un seul mois rentable en 4 ans. Comment est-ce possible, ai-je demandé, bien que je connaisse la réponse. Elle refuse d'écouter les conseils. Elle surstocke l'inventaire en fonction de ses goûts personnels plutôt que des études de marché, et elle traite si mal ses employés que le roulement est constant. La seule raison pour laquelle elle a encore du personnel est que nous complétons secrètement leur salaire pour compenser son comportement.
Sarah a sorti un autre document. La Tesla qu'elle conduit est enregistrée auprès de notre société écran, Infinity Holdings. Elle l'utilise comme garantie pour des prêts personnels, ce qui est une fraude puisqu'elle ne la possède pas. 3 banques différentes ont des privilèges sur un véhicule qu'elle n'a légalement pas le droit de mettre en gage. Qu'en est-il de la maison? C'est là que ça devient intéressant, a dit Sarah, un léger sourire traversant son visage. La maison appartient à la fiducie familiale Georges Malistet, qui paie directement l'hypothèque, les taxes et l'assurance. Émilie et Marc pensent qu'ils en sont propriétaires, car nous traitons tout via un cabinet d'avocats qui leur envoie de faux relevés, montrant qu'ils ont des capitaux propres. En réalité, ce sont essentiellement des locataires qui ne paient pas de loyer. Je me suis assis en face d'elle, le poids de ce qui était sur le point de se produire s'installant sur mes épaules. Et les dons au centre communautaire? L'expression de Sarah s'est assombrie. Elle s'en attribue le mérite depuis 3 ans. Les plaques, les cérémonies, les articles de presse sur sa générosité, tout cela alors que les chèques provenaient de ton compte personnel. Mais voici quelque chose que tu ne savais pas, elle a approché ces mêmes organisations pour demander des pots de vin, prétendant qu'elle devait récupérer les coûts administratifs de ses dons. Elle demande des pots de vin sur des dons caritatifs qu'elle n'a même pas faits. 20%, généralement. La plupart des organisations ont refusé, mais 2 l'ont effectivement payé, pensant qu'elle remboursait des dépenses légitimes. La porte s'est ouverte et mon équipe juridique est entrée. 2 associés principaux d'un des cabinets les plus prestigieux de la ville, Richard Blackstone et Amanda Torres, géraient les affaires de mon entreprise depuis des années, mais cette affaire était personnelle. Georges, a dit Richard, me serrant la main. Nous avons tout examiné. Tu as le droit légal absolu de réclamer tous les actifs immédiatement. La structure de fiducie établie par Sarah est blindée. Et le procès qu'elle prépare, ai-je demandé. Amanda a souri. Nous avons été signifier des documents préliminaires ce matin. Elle prétend que tu as manipulé ta grand-mère pour cacher des actifs. C'est totalement sans fondement, surtout étant donné que la succession de ta grand-mère a été entièrement homologuée et clôturée il y a 3 ans, avec la pleine connaissance et la signature d'Émilie sur tous les documents. Mais voici le point intéressant, a ajouté Richard, sortant sa tablette. Notre enquêteur a fait des recherches. Émilie dit aux gens depuis des années qu'elle a refusé son héritage pour bâtir quelque chose par elle-même. Nous avons 17 témoins qui témoigneront qu'elle a affirmé à plusieurs reprises avoir refusé l'argent de la famille par principe. Sarah a ri, un rire court et amer. Bien sûr qu'elle l'a fait. Le récit de la réussite auto-construite sonne mieux que d'admettre qu'elle a été coupée du testament pour vol. J'ai levé les yeux, interloqué. Tu étais au courant de ça. Sarah a soutenu mon regard. Georges, j'étais sa colocataire à l'université, tu te souviens? Je l'ai vu prendre de l'argent dans le fonds d'urgence de tes parents quand ils venaient en visite. Je l'ai regardé simuler des urgences pour leur soutirer de l'argent. J'étais là quand elle a volé mon plan d'affaires pour une boutique et l'a présenté à des investisseurs comme sa propre idée. Pourquoi crois-tu que son magasin saigne de l'argent? Elle a volé le concept, mais n'avait aucune idée de la manière de l'exécuter. Tu ne m'as jamais dit que c'était ce qui s'était passé entre vous deux. Tu n'as jamais demandé, et j'ai pensé que tu avais déjà assez à gérer. Mais quand tu m'as embauché, et que j'ai vu ce que tu faisais pour elle, la maintenir à flot pendant qu'elle te détruisait publiquement, j'ai commencé à tout documenter. Je savais que ce jour viendrait. Elle a sorti son téléphone et m'a montré une vidéo. Elle provenait de la fête de samedi, filmée par un membre du personnel de restauration. La séquence montrait clairement Émilie jetant la boussole à la poubelle, ses paroles cruelles audibles par-dessus le bruit de la fête. Mais, plus important encore, elle capturait la conversation d'après, où elle me traitait de raté, d'embarras, et disait qu'elle souhaitait pouvoir me renier. L'entreprise de traiteur utilise des caméras corporelles pour des raisons de responsabilité, a expliqué Sarah. Le propriétaire est un de nos clients. Il était heureux de partager la séquence quand j'ai expliqué la situation. Richard a raclé sa gorge. Alors, comment veux-tu procéder? On peut le faire progressivement, ou tout d'un coup? Tout d'un coup, ai-je dit sans hésitation, comme arracher un pansement. Très bien, a dit Amanda, sortant une pile de documents. Signe ceci, et d'ici la fin de la journée ouvrable, tous les actifs reviendront sous ton contrôle direct. La maison, la voiture, le financement de l'entreprise, tout s'arrête immédiatement. J'ai signé chaque document avec soin, mes mains étaient stables malgré l'ampleur de ce que j'étais en train de faire.
À chaque signature, je démantelais la fausse vie que ma sœur avait bâtie sur ma fondation. Il y a une autre chose, a dit Sarah doucement. Marc t'a envoyé un SMS. Elle m'a tendu mon téléphone personnel, que j'avais ignoré toute la matinée. Il y avait 7 messages de mon beau-frère. Georges, je suis désolé pour samedi soir. Émilie a dépassé les bornes. Les enfants ont tout vu. Ils demandent pourquoi maman a jeté le cadeau d'oncle Georges. J'ai trouvé la boussole dans la poubelle. Je l'ai. Il faut qu'on parle. Il y a des choses que tu ne sais pas. Les enfants me demandent de tes nouvelles depuis des mois. Émilie leur dit que tu es trop occupé pour eux. S'il te plaît, Georges. Je crois que mon mariage s'écroule et je ne sais pas quoi faire. J'ai fixé les messages, ressentant un mélange de colère et de sympathie. Marc était un homme bon, piégé dans une situation qu'il ne comprenait pas entièrement. Réponds-lui, a conseillé Sarah. Il pourrait être ton allié dans tout ça. J'ai répondu, retrouve-moi pour déjeuner aujourd'hui, à 13 h, au Murphy's de Lee. Viens seul. Sa réponse fut immédiate, j'y serai. La matinée s'est poursuivie avec une vague d'activités. Des avis juridiques ont été préparés, les comptes ont été gelés et les paiements automatiques annulés. À midi, le château de cartes soigneusement construit par Émilie commencerait à s'effondrer. Georges, a dit Sarah alors que les avocats se préparaient à partir. Elle va venir ici quand elle le découvrira. Es-tu prêt pour ça? Elle ne sait même pas où est mon bureau, ai-je répondu. Elle le saura avant la fin de la journée. Les nouvelles voyagent vite dans cette ville, surtout les mauvaises. J'ai hoché la tête, regardant à nouveau la ville en contrebas. Laisse-la venir. Il est temps qu'elle affronte la vérité. Alors que tout le monde partait pour exécuter le plan, je suis resté à la fenêtre, pensant à nos parents. Ils avaient aimé Émilie malgré ses défauts, m'avaient demandé de prendre soin d'elle dans leur testament. Mais je me demandais s'ils reconnaîtraient la personne qu'elle était devenue, cette étrangère cruelle et pleine de droits, qui portait le visage de leur fille. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Marc. Merci. Il y a quelque chose que tu dois savoir sur Émilie. Elle a menti sur plus de choses que tu ne le penses. À 13 h. J'ai posé le téléphone et me suis dirigé vers mon bureau, où une photo de notre famille d'il y a 15 ans était posée dans un cadre en argent. Nous avions l'air heureux à l'époque, avant que l'argent, la mort et les mensonges ne nous déchirent. Émilie souriait sincèrement sur cette photo, son bras autour de mes épaules, me regardant avec une affection réelle. Je me demandais si cette personne existait toujours quelque part en elle, ou si elle avait été complètement consumée par la cupidité et la fierté. Dans 3 heures, je le découvrirais. Le Murphy's de Lee avait été choisi intentionnellement. C'était un petit endroit familial qu'Émilie n'aurait jamais visité, car il n'était pas assez branché pour son image. Marc est arrivé 10 minutes en avance, l'air hagard et portant un petit sac. Il s'est glissé dans la cabine en face de moi et a immédiatement sorti la boussole, la posant doucement sur la table entre nous. Je l'ai nettoyée, a-t-il dit simplement. Je ne pouvais pas supporter de la voir dans la poubelle. Merci, ai-je répondu, plaçant soigneusement la boussole dans la poche de ma veste. Marc a commandé un café, noir, et a attendu que la serveuse parte avant de reparler. Georges, j'ai besoin de te dire quelque chose, et j'ai besoin que tu écoutes sans m'interrompre. J'ai hoché la tête. Je savais depuis 2 ans que tu nous soutenais. Je ne suis pas idiot. Les enseignants se parlent, et quand mon collègue a mentionné qu'il n'y avait pas de programme d'assurance spécial à notre école, j'ai commencé à enquêter. Il m'a fallu 6 mois pour remonter la piste jusqu'à toi. Ma tasse de café s'est arrêtée à mi-chemin de mes lèvres. Tu savais depuis 2 ans. Oui. Et j'ai documenté le comportement d'Émilie depuis lors. J'ai des enregistrements, Georges. Des enregistrements où elle parle de toi, de nos parents, et de l'argent qu'elle leur a volé avant leur mort. Elle a admis avoir volé. Marc a sorti son téléphone et a lancé un enregistrement vocal. La voix d'Émilie a empli l'espace entre nous, pâteuse à cause du vin, mais limpide. Mes parents étaient des idiots. Ils gardaient de l'argent dans ce coffre, pensant que je ne connaissais pas la combinaison. J'ai pris des milliers au fil des ans, et ils ne l'ont jamais remarqué. Georges a toujours été leur fils parfait. Mais j'étais plus maligne. J'ai eu ce dont j'avais besoin. Quand était-ce? Il y a 3 mois. Elle était ivre, célébrant une soi-disant grosse vente à la boutique.
Mais Georges, ce n'est pas le pire. Les mains de Marc tremblaient alors qu'il passait à un autre enregistrement. Écoute ça. La voix d'Émilie à nouveau. Cette fois, parlant à quelqu'un au téléphone. Les enfants n'ont pas besoin de voir leur oncle. Je leur ai dit qu'il était pratiquement sans abri. Probablement sous drogue. Mieux vaut qu'il ne s'attache pas à un raté. D'ailleurs, j'ai mis son nom sur des cadeaux que je leur achète. Ils pensent qu'il envoie des cadeaux à chaque anniversaire et Noël. J'encaisse les chèques qu'il envoie pour leurs fonds universitaires et je l'utilise pour la boutique. Il ne le saura jamais. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Elle a volé ses propres enfants. 20 000 $ par enfant sur 5 ans. Les chèques que tu as envoyés pour leur éducation ont disparu. Dépensés pour de l'inventaire qui ne s'est jamais vendu. Des déjeuners coûteux avec des amis. Ce voyage à Paris, qu'elle a posté partout sur les réseaux sociaux. La serveuse a apporté nos sandwichs, mais aucun de nous ne les a touchés. Il y a plus, a poursuivi Marc. Elle a une liaison avec son soi-disant investisseur, David Chen, celui qu'elle rencontre toujours pour des dîners d'affaires. J'ai des photos, des relevés de cartes de crédit, montrant des chambres d'hôtel, tout. Marc, je suis désolé. Il secoua la tête. Ne le sois pas. Je ne suis plus amoureux d'Émilie depuis 3 ans, quand j'ai vu qui elle était vraiment. Je suis resté pour les enfants, mais maintenant je réalise que je faisais juste ce que tout le monde faisait, je lui permettais d'agir. Quand je l'ai vu jeter cette boussole, la boussole de ta grand-mère, à la poubelle et la qualifier de sans valeur, quelque chose s'est brisé en moi. Cette boussole a survécu à la traversée de l'Atlantique, à la dépression, à une guerre mondiale, et ma femme l'a jetée comme une ordure parce qu'elle n'avait pas d'étiquette de créateur. Que vas-tu faire? Je prends les enfants et je pars. J'ai déjà consulté un avocat. Avec les preuves que j'ai, la garde ne sera pas un problème. Mais Georges, il y a autre chose que tu dois savoir. Émilie rencontre des investisseurs ce soir à la Bernardine. Elle leur présente un projet d'expansion majeur, affirmant qu'elle a obtenu un financement d'un mystérieux bienfaiteur. Elle prévoit d'utiliser ton argent pour obtenir l'effet de levier auprès de véritables investisseurs. J'ai sorti mon téléphone et appelé Sarah. Changement de plan. Nous allons à la Bernardine ce soir. Émilie a une réservation là-bas à 20 h avec le groupe d'investissement Brennan. Je sais. Assure-toi que nous ayons une table, une bien visible. Georges, a dit Sarah lentement. C'est un coup de force. Très public. Ça doit l'être. Elle a vécu ses mensonges en public. Elle peut affronter la vérité de la même manière. Ce soir-là, je suis arrivé à la Bernardine à 19h45, portant mon meilleur costume, celui que je mettais pour les réunions de conseil d'administration avec des clients internationaux. Sarah était déjà là, assise à une table qui nous offrait une vue parfaite sur la cabine d'angle d'Émilie. Richard et Amanda étaient au bar, ressemblant à n'importe quel autre couple aisé sorti pour prendre un verre. Émilie est arrivée exactement à 20 h, vêtue d'une robe que j'ai reconnue sur un récent relevé de carte de crédit. 4 000 $ de tissu de créateur drapé autour d'une femme qui n'avait aucune idée que son monde était sur le point de s'écrouler. Elle était suivie de 3 hommes en costume coûteux, les frères Brennan, qui dirigeaient l'une des sociétés d'investissement les plus prospères de la ville. J'ai attendu qu'ils soient assis, que le vin soit servi, qu'Émilie ait lancé sa présentation. Elle avait une tablette montrant des graphiques et des projections, sa voix portant à travers le restaurant alors qu'elle peignait un tableau de succès entièrement fictif. Comme vous pouvez le voir, disait Émilie, notre croissance a été exponentielle. Nous sommes prêts à changer d'échelle, et avec votre investissement, plus mon soutien existant, nous pourrions avoir 10 emplacements dans les 18 prochains mois. C'est là que je me suis levé et me suis dirigé vers leur table. Bonsoir, messieurs, ai-je dit, m'adressant directement aux frères Brennan. Tom, James, Michael. Content de vous revoir. Le visage de Tom Brennan s'est illuminé de reconnaissance. Georges, quelle surprise. Messieurs, voici Georges Malistet. Son entreprise a construit le bâtiment de notre siège social. Il a respecté le budget et les délais. Le visage d'Émilie est devenu blanc, puis rouge. Vous vous connaissez? Nous nous connaissons, Harry James Brennan. L'entreprise de Georges est la seule entreprise de construction que nous utilisons. Nous essayons de le faire s'associer avec nous sur un projet de développement depuis 2 ans. Je suis désolé, a interrompu Émilie, sa voix trop aiguë.
Mais c'est mon frère, George. Il fait des petits boulots, principalement du travail de construction. Michael Brennan a semblé confus. Emily, ton frère possède Malisté Construction. Il réalise environ 50 millions de dollars de revenus annuels. C'est impossible, a dit Emily, ses mains serrant le bord de la table. Nos parents ne lui ont rien laissé. Je le saurais. J'ai souri, mais il n'y avait aucune chaleur dans ce sourire. En fait, Emily, ils m'ont tout laissé. L'entreprise, les propriétés, les investissements. Tu le saurais si tu n'avais pas quitté la lecture du testament avec fracas, après avoir appris qu'ils t'avaient renié pour leur avoir volé. Comment oses-tu mentir devant mes investisseurs? La voix d'Emily montait, attirant l'attention des autres tables. Sarah est apparue à côté de moi, tenant un dossier. Mademoiselle Malisté, ce ne sont pas vos investisseurs. En fait, vous n'avez aucun investisseur. Le mystérieux bienfaiteur que vous prétendez avoir, c'est votre frère. Chaque dollar que votre boutique a jamais reçu est venu de lui. Emily a ri, mais cela semblait forcé. C'est ridicule. J'ai construit mon entreprise à partir de rien. Richard s'est avancé depuis le bar. Je suis Richard Blackstone. Mademoiselle Malisté, je représente votre frère. À compter de midi aujourd'hui, tout financement à votre boutique a été résilié. L'immeuble d'où vous opérez appartient à Malisté Construction, et vous êtes expulsé pour non-paiement de loyer. C'est une blague, a dit Emily. Mais sa voix tremblait maintenant. Une blague de mauvais goût. J'ai sorti mon téléphone et montré au frère Brennan un document. Voici 5 ans de dossiers financiers, montrant chaque paiement que j'ai fait pour maintenir son entreprise à flot, 30 000 $ de pertes par mois, couvertes par mes comptes personnels. Tom Brennan s'est levé lentement, le visage froid. Emily, tu nous as dit que tu étais une histoire de réussite auto-construite. Tu as dit que tu avais refusé l'argent de la famille pour bâtir quelque chose par toi-même. Je l'ai fait. Je le suis. Amanda a rejoint notre cercle grandissant. Mademoiselle Malisté, vous êtes également poursuivie pour fraude. Vous avez utilisé un véhicule que vous ne possédez pas comme garantie pour des prêts personnels. La Tesla avec laquelle vous êtes venue ce soir? Elle est en cours de saisie au moment où nous parlons. À travers les fenêtres du restaurant, nous pouvions tous voir une dépanneuse reculer vers la Tesla d'Emily. Elle a couru vers la fenêtre, pressant ses mains contre la vitre comme une enfant devant un magasin de bonbons. Vous ne pouvez pas faire ça, a-t-elle murmuré. Pas ici. Pas devant tout le monde. De la même manière que tu as jeté la boussole de grand-mère devant tout le monde, ai-je demandé doucement. De la même manière que tu m'as humilié à chaque occasion pendant 5 ans? Les frères Brennan ramassaient leurs affaires, le dégoût lisible sur leur visage. Nous n'investissons pas dans les menteurs, a dit Tom simplement. George, nous t'appellerons la semaine prochaine concernant ce projet de développement. Alors qu'il partait, Emily s'est retournée vers moi, ses cheveux soigneusement coiffés commençaient à tomber, son maquillage se brouillait alors que des larmes se formaient. Tu m'as ruiné. Non, ai-je dit, sortant la boussole de ma poche et la brandissant. Tu t'es ruiné toi-même. Cette boussole que tu as appelée, Camelot bon marché et sans valeur, elle vaut plus que tout ce que tu pensais posséder, parce qu'elle représente la vérité, la direction et la famille. 3 choses que tu as jetées bien avant de jeter ceci. Le gérant du restaurant s'est approché, l'air mal à l'aise. Je suis désolé, mais il y a un problème avec la carte de crédit pour cette réservation. Emily a fouillé dans son portefeuille, sortant carte après carte. Chacune a été refusée. Les cartes d'entreprise, les cartes personnelles, même la carte d'urgence que j'avais payée. J'aurais besoin d'un mode de paiement valide où je devrais appeler la police, a dit le gérant, s'excusant. J'ai sorti mon portefeuille et lui ai donné de l'argent liquide. Pour le vin qu'ils ont déjà ouvert, ai-je dit. Ils ne resteront pas pour le dîner. Emily est restée là, tremblante alors que la réalité s'abattait sur elle. Les autres convives regardaient tous maintenant, certains enregistrant sur leur téléphone. La reine des réseaux sociaux, qui avait bâti son image sur le succès et la richesse, était démasquée comme une fraude de la manière la plus publique possible. Ta maison, ai-je dit doucement, pour qu'elle seule puisse entendre, a un préavis de 30 jours affiché sur la porte. Ton mari est déjà parti avec les enfants. Et le procès que tu as intenté contre moi? Mes avocats intentent une contre-poursuite pour diffamation, fraude et vol.
Chaque chèque destiné à l'éducation de tes enfants que tu as encaissé pour toi-même est documenté. Les jambes d'Émilie ont cédé et elle s'est effondrée sur une chaise. Georges, s'il te plaît. Je suis ta sœur. Ma sœur est morte il y a 5 ans avec nos parents, ai-je répondu. Tu n'es que quelqu'un qui lui ressemble. Alors que je sortais du restaurant avec mon équipe, je pouvais entendre Émilie sangloter derrière nous. Mais ce n'étaient pas des larmes de remords ou de prise de conscience. C'étaient des larmes de rage, de quelqu'un qui avait perdu ses jouets mais qui n'avait pas appris sa leçon. Pas encore. 2 jours plus tard, j'étais dans mon bureau quand Sarah a frappé et est entrée. Son visage était un mélange d'inquiétude et de quelque chose qui ressemblait à de la satisfaction. Elle est là, a dit Sarah simplement. Dans le hall. La sécurité la retient. J'ai levé les yeux des contrats que j'examinais. À quoi ressemble-t-elle? À quelqu'un qui n'a pas dormi depuis 48 heures. Elle porte la même robe que celle du restaurant et elle est venue en Uber. Apparemment, elle a essayé de louer une voiture, mais toutes ses cartes de crédit sont gelées. Fais-la monter, ai-je dit, rangeant mon bureau. Tu es sûr? Elle a besoin de voir ça. Tout ça. 10 minutes plus tard, Émilie est entrée dans mon bureau et je l'ai à peine reconnue. Ses cheveux habituellement parfaits étaient sales et tirés en un chignon désordonné. Sa robe de créateur était froissée et son maquillage avait disparu. Elle a regardé autour de la suite exécutive avec de grands yeux, absorbant les fenêtres du sol au plafond, les œuvres d'art originales, le mur de prix de l'industrie et d'honneur civique. C'est à toi, a-t-elle murmuré. Depuis 8 ans maintenant, ai-je répondu, lui faisant signe de s'asseoir. Elle s'est effondrée sur la chaise en face de mon bureau. Je suis allé à la maison. Il y avait des avis partout. Expulsion, saisie, confiscation d'actifs. Marc était parti. Il a emmené les enfants chez sa mère. Il ne répond pas à mes appels. Marc protège ses enfants, ai-je dit calmement. De moi? Je suis leur mère. Tu es quelqu'un qui a volé leurs fonds universitaires et les a dépensés pour toi-même. Tu es quelqu'un qui leur a dit que leur oncle était un raté toxicomane pour les empêcher de me connaître. Tu es quelqu'un qui a intercepté chaque carte d'anniversaire, chaque cadeau de Noël, chaque tentative que j'ai faite pour être dans leur vie. Le visage d'Émilie s'est effondré. Comment sais-tu cela? Marc m'a tout dit. Il documente ton comportement depuis 2 ans. Il est au courant de David Chen. Émilie, il est au courant de la liaison. Le dernier élan de combat l'a quitté. David a cessé de répondre à mes appels hier. Dès que la nouvelle a frappé les réseaux sociaux au sujet du restaurant, il a bloqué mon numéro. Léra quitte un navire qui coule, a dit Sarah depuis l'embrasure de la porte. Elle est entrée portant une boîte de banque. Ceux-ci viennent de ta boutique. Tes employés ont emballé tes effets personnels et t'ont enfermé dehors. Ils ont également lancé un groupe de discussion partageant des histoires sur la façon dont tu les traitais. Voudrais-tu en entendre quelques-unes? Émilie a secoué la tête. Mais Sarah a continué quand même. Jessica, la fille que tu as virée pour être en retard de 2 minutes alors qu'elle s'occupait de la chimiothérapie de sa mère. Elle dit que tu as ri quand elle a pleuré. Michael, à qui tu as refusé des jours de congé pour les funérailles de son père? Il dit que tu lui as dit que les morts ne se soucient pas des présences. Dois-je continuer? Arrête, a murmuré Émilie. Pourquoi, ai-je demandé. Tu n'as jamais arrêté. Pendant 5 ans, tu n'as jamais cessé de m'humilier, de me rabaisser, de m'utiliser tout en détruisant ma réputation. Pourquoi devrions-nous arrêter maintenant? Émilie m'a regardé. Et pour la première fois depuis des années, j'ai vu quelque chose de véritable dans ses yeux, la peur. Je n'ai rien, a-t-elle dit. La boutique est fermée. La maison est partie. Ma voiture, mes vêtements, même mes bijoux ont apparemment été achetés avec ton argent, alors ils sont saisis. Marc a les enfants et ne me laisse pas les voir. Mes amis ne répondent pas à mes appels. Je loge dans un motel qui facture à l'heure, car c'est tout ce que je pouvais me permettre avec l'argent liquide dans mon sac à main. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'ai sorti un dossier épais. Sais-tu ce que c'est? Elle a secoué la tête. C'est chaque carte d'anniversaire, chaque cadeau de Noël, chaque lettre que j'ai essayé d'envoyer à tes enfants au cours des 5 dernières années. Tous retournés à l'expéditeur avec la mention « adresse inconnue » écrite de ta main.
60 000 $ de chèques pour leurs fonds universitaires, tous encaissés par toi, endossés de ta signature. J'ai étalé les preuves sur le bureau comme un croupier montrant ses cartes. Voici le reçu pour le vélo que j'ai acheté à James pour son 10e anniversaire. Tu l'as retourné contre un avoir en magasin et tu t'es acheté un sac à main. Voici l'ensemble d'art que j'ai envoyé à Lisa pour Noël. Tu l'as vendu sur eBay contre de l'argent liquide. Émilie a fixé les papiers, ses mains tremblantes. Mais le pire, ai-je continué, sortant un petit album photo, c'est ceci. Chaque pièce de théâtre scolaire, chaque match de football, chaque récital où tu m'as dit que je n'étais pas le bienvenu. Marc m'a envoyé des photos de tous. Regarde. J'ai ouvert l'album, montrant image après image de mon neveu et de ma nièce grandissant sans moi. Tu vois celui-ci? James remportant la foire scientifique avec un projet sur l'ingénierie de construction. Il voulait que je sois là. Il a demandé oncle George. Et tu lui as dit que j'étais trop occupé à être pauvre pour me soucier de lui. Je les protégeais, a dit Émilie faiblement. De quoi? D'un oncle qui les aime? Des fonds universitaires? Des cadeaux d'anniversaire? Ou de la vérité que leur mère est une voleuse et une menteuse? Sarah s'est avancée avec sa tablette. Tes réseaux sociaux sont en pleine déroute, d'ailleurs. Cette vidéo du restaurant est devenue virale. Femme riche démasquée comme fraude a une belle résonance. 3 millions de vues et ça continue. Émilie a saisi la tablette, faisant défiler les commentaires avec une horreur croissante. Son image soigneusement organisée, 5 années de publication sur le succès, la richesse et la supériorité, était mise en pièces par des étrangers qui avaient vu son humiliation. Il me traite d'escroc, a-t-elle murmuré. Parce que tu en es une, ai-je dit simplement. Tu m'as escroqué pendant 5 ans. Tu as escroqué ton mari, tes enfants, tes amis, tous ceux qui ont cru à tes mensonges. J'ai besoin d'aide, a dit Émilie soudain, levant les yeux vers moi avec des yeux désespérés. S'il te plaît, Georges, j'ai besoin d'argent pour me remettre sur pied. Juste un prêt. Je te le rendrai. J'ai ri, mais il n'y avait aucune once d'humour. Tu veux que je te donne plus d'argent après tout ça? Je suis ta sœur. Non, ai-je dit, me levant et marchant vers la fenêtre. Ma sœur était quelqu'un qui partageait des jouets avec moi quand nous étions enfants. Ma sœur était quelqu'un qui m'aidait avec mes devoirs et m'enseignait à faire du vélo. Cette personne a disparu il y a longtemps, remplacée par quelqu'un que je ne reconnais pas. Alors tu vas juste me laisser être sans abri? Je me suis retourné vers elle. Je vais te donner exactement ce que tu m'as donné, rien d'autre que du jugement et de la critique. Qu'est-ce que ça fait, Émilie? Qu'est-ce que ça fait d'être l'embarras de la famille? Elle s'est levée, vacillant légèrement. Je vais te poursuivre pour ça. Je dirai à tout le monde comment tu m'as manipulé, comment tu m'as piégé pour que j'échoue. Sarah a ri. Avec quel avocat? Tu ne peux pas t'en payer un. Et même si tu le pouvais, nous avons 5 ans de documentation montrant la générosité de Georges et ton vol. Nous avons des enregistrements de toi admettant avoir volé tes parents, tes enfants, des organisations caritatives. Tu risques des accusations criminelles, pas une poursuite civile. Des accusations criminelles. La voix d'Émilie s'est brisée. Fraude, détournement de fonds, usurpation d'identité pour commencer, a poursuivi Sarah. Le procureur s'intéresse de très près au système de pots de vin caritatif que tu dirigeais. Émilie a regardé entre nous, la prise de conscience se faisant enfin jour. Vous planifiez ça depuis longtemps. Non, ai-je dit. Je me protégeais. Chaque paiement, chaque transaction, chaque acte généreux a été documenté parce que je savais qu'un jour tu essaierais de me détruire complètement. Je ne savais juste pas que cela impliquerait la boussole de notre grand-mère. J'ai sorti la boussole et l'ai posée sur le bureau entre nous. Cette boussole a guidé notre grand-mère à travers les moments les plus difficiles de sa vie. Elle croyait qu'elle pointerait toujours vers la maison, vers la famille, vers la vérité. Tu l'as jetée à la poubelle parce qu'elle n'était pas assez chère. Pas assez tape à accent grave-l'œil. Pas assez bonne pour ton image. Émilie a tendu la main vers elle, mais je l'ai retirée. Non, ai-je dit. Tu n'as pas le droit de la toucher. Tu n'as pas le droit de t'en soucier soudainement maintenant que tu as tout perdu. Qu'est-ce que je suis censé faire, a-t-elle demandé, les larmes coulant enfin. Où suis-je censé aller?
Marc a dit que tu peux rester dans le pool house pendant 2 semaines pendant que tu arranges les choses. Après ça, tu es livré à toi-même. Je te suggère de trouver un travail, un vrai cette fois. Personne ne m'embauchera. Cette vidéo a ruiné ma réputation. Alors tu devras la reconstruire à partir de rien, ai-je dit. De la manière dont tu as prétendu bâtir ton succès. Émilie est restée là un long moment, regardant autour de l'office qui représentait tout ce qu'elle avait prétendu avoir. Maman et papa auraient honte de toi pour ça. Non, ai-je dit fermement. Ils avaient déjà honte de toi. C'est pourquoi ils ne t'ont rien laissé. Ils savaient exactement qui tu étais, Émilie. Une voleuse qui leur a volé de leur vivant et qui aurait saccagé leur héritage après leur mort. Elle a marché vers la porte, puis s'est retournée. Je te déteste. Je sais, ai-je répondu. Tu m'as détesté depuis le jour où tu as réalisé que j'étais meilleur que toi dans quelque chose qui comptait réellement, être un être humain décent. Après son départ, Sarah et moi sommes restés silencieux pendant plusieurs minutes. Tu vas bien, a-t-elle finalement demandé. Je le serai, ai-je dit, ramassant la boussole. Pour la première fois depuis 5 ans, je pense vraiment que je le serai. 3 semaines se sont écoulées avant que j'aie de nouveau des nouvelles d'Émilie. Marc m'avait envoyé des mises à jour régulières sur les enfants, qui s'adaptaient à leur nouvelle réalité avec la résilience que seuls les enfants possèdent. Ils avaient commencé à poser de véritables questions sur leur mère, sur les mensonges, sur la raison pour laquelle elle les avait tenus à l'écart de leur oncle. C'était un dimanche matin lorsque mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne reconnaissais pas. Georges, c'est Émilie. Je suis aux tombes de maman et papa. Peux-tu venir ? Sa voix sonnait différemment, brisée, mais aussi plus claire d'une certaine manière, comme une station de radio qui se règle enfin, après des années de parasites. Je l'ai trouvée assise par terre entre les pierres tombales de nos parents, vêtue d'un jean et d'un simple pull que je ne reconnaissais pas. Ses cheveux étaient tirés en une queue de cheval basique et son visage était sans maquillage. Elle avait l'air plus jeune, presque comme la sœur dont je me souvenais du lycée. Marc m'a acheté ses vêtements chez Target, a-t-elle dit sans lever les yeux. 70$ pour l'ensemble. J'avais l'habitude de dépenser ça pour un seul déjeuner. Je me suis assis en face d'elle, notant les fleurs fraîches sur les 2 tombes. Des œillets, la fleur préférée de maman, pas les roses coûteuses qu'Émilie apportait habituellement pour les opportunités de photos. Je viens ici tous les jours, a-t-elle poursuivi, essayant de comprendre comment je suis devenu cette personne horrible et vide, qui a jeté tout ce qui était réel pour des choses qui n'avaient aucune importance. Et qu'as-tu compris ? Elle m'a finalement regardé et ses yeux étaient clairs pour la première fois depuis des années, pas vitreux par le vin ni brillant d'un enthousiasme artificiel. J'étais jalouse, a-t-elle dit simplement. À partir du moment où tu es né, tout le monde t'a aimé si facilement. Maman, papa, grand-mère, professeur, ami, tu n'avais pas besoin d'essayer. Tu étais juste toi-même, et c'était suffisant. Mais moi, je devais faire une performance. Je devais être plus jolie, plus drôle, plus performante, plus tout, juste pour obtenir la moitié de l'attention que tu obtenais en existant. Émilie, ce n'est pas. S'il te plaît, laisse-moi finir, a-t-elle interrompu. J'ai besoin de dire ça. Tout. J'ai hoché la tête. Quand maman et papa sont morts et que j'ai découvert qu'ils t'avaient tout laissé, cela a confirmé ma pire peur, que j'étais indigne d'amour. Que même nos parents me voyaient comme n'étant pas digne. Alors, j'ai décidé que si je ne pouvais pas être aimé, je serais envié. Si je ne pouvais pas avoir un vrai succès, je créerais l'apparence de celui-ci. Et toi, Georges, doux et généreux, tu as rendu cela si facile. Elle a sorti un morceau de papier froissé de sa poche. J'ai fait une liste de tous ceux que j'ai blessés. Elle fait 4 pages, et je sais qu'il me manque des gens. Ton nom apparaît 17 fois pour différentes raisons. Marc, 12 fois. Les enfants. Mon Dieu. Les enfants apparaissent 23 fois. Sa voix s'est brisée sur la dernière partie. J'ai volé leur oncle. J'ai volé leurs fonds universitaires. J'ai volé leur confiance dans l'honnêteté de leur propre mère. Comment puis-je revenir de ça ? Je ne sais pas si tu le peux, ai-je dit honnêtement. Marc divorce. Il m'a montré tout ce qu'il a documenté. Enregistrements, photos, dossiers financiers. Savais-tu qu'il a commencé à documenter les choses le jour où j'ai dit à James que tu étais en prison ?
Notre fils de 8 ans a demandé à son père si oncle Georges était un criminel. Et c'est là que Marc a réalisé que j'empoisonnais nos enfants contre leur propre famille. C'est un bon père. C'est un meilleur parent que je n'ai jamais été, a admis Émilie. Les enfants sont plus heureux maintenant. Lisa prend des cours d'art. Ce que je disais être trop salissant. James a rejoint le club de robotique, que je lui avais dit être pour les nerfs. Ils deviennent eux-mêmes au lieu d'être des accessoires dans ma vie sur les réseaux sociaux. Elle s'est levée et a marché vers la pierre tombale de notre grand-mère, à quelques mètres de là. Je suis allé à la maison de retraite où grand-mère a passé ses dernières années. Le personnel se souvenait de moi. Sais-tu ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que j'étais venu exactement 3 fois en 2 ans. Mais toi, tu étais là tous les dimanches. Chaque dimanche pendant 2 ans, lui lisant des histoires, jouant sa musique préférée, lui tenant la main même quand elle ne savait pas qui tu étais. Elle avait des moments de lucidité, ai-je dit, la rejoignant à la tombe, juste jusqu'à la fin. La directrice m'a donné ça, a dit Émilie, sortant une enveloppe. Grand-mère l'a laissée pour moi, mais je ne l'ai jamais récupérée. À l'intérieur se trouvait une lettre écrite de la main tremblante de notre grand-mère. Ma chère Émilie, je vois ta douleur, même quand tu la caches derrière des choses coûteuses. Ton frère Georges a un don pour l'amour qui semble sans effort. Mais ton don est différent. Tu as le pouvoir de te transformer, de devenir nouvelle, de renaître des cendres de tes propres actions. Je ne te laisse pas d'argent, car l'argent a été ta cage. Je te laisse seulement la vérité. Tu es aimé. Tu as toujours été aimé. Mais tu dois d'abord apprendre à t'aimer toi-même sans les décorations. La boussole te trouvera lorsque tu seras prête à voir la direction de la maison. Émilie pleurait maintenant. Elle pleurait vraiment. Pas les larmes théâtrales qu'elle utilisait pour la manipulation, mais des sanglots profonds qui secouaient son corps. Elle savait, a haleté Émilie. Elle savait ce que j'étais, et elle m'aimait quand même. Nous t'aimions tous, ai-je dit doucement. Nous t'aimions tous quand même. C'est pourquoi ça faisait si mal. Émilie s'est tournée pour me faire face pleinement. Je vais en thérapie. La thérapeute au centre communautaire, celui à qui tu fais des dons, elle me voit gratuitement depuis qu'elle a découvert que je suis ta sœur. Elle dit que j'ai un trouble de la personnalité narcissique avec des complications dues à l'insécurité chronique. Ce n'est pas une excuse, juste une explication. Que dit-elle d'autre? Que le rétablissement est possible, mais nécessite une mort complète de l'ego et une reconstruction. Que je dois perdre tout ce qui comptait, selon moi, pour trouver ce qui compte réellement. Que j'ai de la chance que tu aies tiré le tapis sous mes pieds, car la plupart des gens dans ma condition ne sont jamais forcés d'affronter la réalité. Elle a atteint sa poche et a sorti quelque chose qui m'a fait reculer de surprise. C'était une boussole, pas celle de grand-mère, mais une boussole bon marché d'un magasin de camping. Je l'ai achetée avec les 20 derniers dollars dans mon portefeuille, a-t-elle dit. Je l'utilise pour naviguer, marchant littéralement dans la ville, trouvant mon chemin sans GPS, sans voiture, sans raccourci. Je recommence à zéro avec des directions de base. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'apprendre ce que grand-mère savait. Que le vrai nord n'est pas une question de richesse ou d'image ou d'être meilleur que les autres. C'est une question de trouver son chemin vers qui l'on est vraiment. Nous sommes restés en silence un instant avant qu'Émilie ne parle à nouveau. J'ai trouvé un travail, au salaire minimum dans un café du centre-ville. Le propriétaire ne sait pas qui je suis, ne se soucie pas de mon passé. Je gagne 12 dollars de l'heure et je rentre épuisé, mais pour la première fois de ma vie, je gagne quelque chose de réel. C'est bien, Émilie. Je veux voir mes enfants, mais Marc dit que ce n'est pas encore le moment. Il dit que j'ai besoin de 6 mois de thérapie et d'un emploi stable d'abord. 6 mois pour prouver que je peux être une personne sûre pour eux. Il les protège. Je sais. Et je lui suis reconnaissante, même si ça me tue. Quelqu'un doit les protéger de moi jusqu'à ce que je ne sois plus dangereuse. Elle a sorti une autre enveloppe. Celle-ci était neuve. Je t'ai écrit une lettre. Ne la lis pas maintenant, s'il te plaît. Juste quand tu rentreras à la maison, quand tu seras prêt. J'ai pris l'enveloppe, notant mon nom écrit soigneusement sur le devant. Il y a une dernière chose, a dit Émilie, sa voix devenant plus forte. J'ai tout documenté. Ma thérapie, mon travail, mon voyage pour devenir quelqu'un qui mérite d'être connu, pas pour les réseaux sociaux, pas pour l'image, juste pour moi, et peut-être un jour pour les enfants.
Pour leur montrer que les gens peuvent changer, que leur mère a affronté ses démons et a essayé de devenir meilleure. Pourquoi me dis-tu cela? Parce que je veux te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu saches que je suis sérieuse d'abord. Elle a pris une profonde inspiration. Dans 6 mois, quand Marc me laissera voir les enfants, serais-tu là? M'aiderais-tu à reconstruire ces relations? Pas avec de l'argent, pas avec des choses, juste avec ta présence. Je sais que je n'ai aucun droit de le demander. J'ai pensé à toutes les cartes d'anniversaire retournées, à tous les cadeaux rejetés, à tous les Noëls manqués. Si tu fais le travail, ai-je dit lentement. Vraiment, tu fais le travail? Alors oui, je serai là. Émilie a hoché la tête, essuyant ses larmes avec sa manche. Je vais redevenir quelqu'un qui est digne d'être ta sœur. Pas aujourd'hui, pas demain, mais un jour. Concentre-toi d'abord à devenir quelqu'un qui est digne d'être leur mère, ai-je dit, faisant un geste vers les tombes de nos parents. Ils m'auraient pardonné, n'est-ce pas? Si j'avais demandé de leur vivant. En un battement de cœur, ai-je dit. C'est ce qu'ils étaient. Émilie s'est agenouillée et a placé sa boussole bon marché sur la tombe de notre mère. Je vais retrouver le chemin de la maison, maman. Ça me prendra peut-être un certain temps, mais je vais essayer. Alors que je marchais vers ma voiture, je me suis retourné pour voir Émilie toujours agenouillée entre les tombes, parlant doucement à nos parents. Elle avait l'air petite, brisée, mais pour la première fois depuis des années, elle avait aussi l'air réelle. Cette nuit-là, j'ai ouvert sa lettre. Elle faisait 12 pages, détaillant chaque chose qu'elle avait mal faite. Chaque mensonge, chaque vol, chaque cruauté. Mais la dernière page était différente. Je sais que s'excuser ne répare rien. Je sais que les mots ne sont que de l'air après des années d'action, mais j'ai besoin que tu saches que jeter cette boussole a réveillé quelque chose en moi. Quand je l'ai vue dans la poubelle, entourée d'ordures et de papier d'emballage jetés, je me suis vu. J'ai vu ce que j'étais devenu. Quelqu'un qui jette des choses précieuses parce qu'elles n'ont pas l'air précieuses aux yeux des autres. Tu as sauvé ma vie en la détruisant. Tu m'as donné le cadeau du fond du trou, la chance de reconstruire sur un sol solide, au lieu des sables mouvants sur lesquels j'étais debout. Je déteste ce que je suis devenu, mais je suis reconnaissante pour la chance de devenir autre chose. Ta sœur, si jamais je peux regagner ce titre. Émilie. PS Je suis au courant de l'unité de stockage. Marc m'a dit que tu avais tout gardé, chaque photo, chaque souvenir, chaque pièce de l'histoire de notre famille, y compris la mienne. Merci de ne pas m'avoir jeté, même quand je le méritais. 3 mois après le début de la transformation d'Émilie, j'ai reçu un appel inattendu de Tom Brennan. George, j'ai une demande inhabituelle. Nous avons été contactés par quelqu'un nommé Émilie Malisté qui postule pour un poste de niveau débutant dans l'une de nos sociétés de portefeuille. Est-elle apparentée à toi? Je me suis adossé à ma chaise de bureau, surpris. C'est ma sœur, et oui, c'est la même personne que lors de ce dîner. Je m'en doutais. Voici le truc. Sa candidature est honnête, brutalement honnête. Elle a décrit toute sa chute, a pris l'entière responsabilité, et a expliqué ce qu'elle fait pour se reconstruire. C'est l'aveu d'échec le plus remarquable que j'ai jamais vu dans une demande d'emploi. Quel poste a-t-elle postulé? Commis au compte client. 12 pas au-dessus du café, mais toujours un poste de niveau débutant. Le responsable du recrutement a été impressionné par son honnêteté, mais voulait mon avis compte tenu de notre histoire. Que veux-tu faire, Tom? Je crois aux secondes chances, George, mais je voulais vérifier avec toi d'abord. L'embaucher compliquerait-il ta vie? J'ai pensé à Émilie aux tombes de nos parents, aux séances de thérapie que Marc avait confirmé qu'elle n'avait pas manqué, à l'emploi stable qu'elle avait maintenu au café, malgré les clients qui la reconnaissaient occasionnellement grâce à la vidéo virale. Donne-lui la même chance que tu donnerais à n'importe qui d'autre, ai-je dit. Pas de traitement spécial, bon ou mauvais. Assez juste. Au fait, elle t'a répertorié comme référence, mais à noter et éloigner en raison de mes actions à côté de ton nom. Ça demande du courage. 2 semaines plus tard, Émilie a commencé son nouveau travail. Elle prenait le bus pour se rendre au travail, apportait son déjeuner préparé à la maison, et selon les mises à jour de Tom, elle n'a jamais mentionné sa vie passée ou son lien avec moi. C'est à cette époque que Marc a amené les enfants à mon bureau pour la première fois. James, maintenant âgé de 11 ans, se tenait aux mêmes fenêtres où j'avais pris la décision de couper les ponts avec Émilie, ses yeux écarquillés d'émerveillement.
Maman a dit que tu possédais une entreprise, mais je pensais qu'elle mentait encore. Ta mère essaie très fort de ne plus mentir, ai-je dit avec précaution. Lisa, 9 ans et perspicace au-delà de son âge, a étudié les photos de famille sur mon bureau. C'est maman quand elle était jeune? C'est nous tous à Noël, il y a environ 15 ans. Elle a l'air heureuse, a dit Lisa. Vraiment heureuse, pas faussement heureuse comme sur ses photos Instagram. Elle était différente à l'époque. Papa dit que les gens peuvent redevenir comme avant s'ils essaient assez fort, a dit James en se détournant de la fenêtre. Penses-tu que maman le peut? Je pense que ta mère essaie plus fort qu'elle n'a jamais essayé quoi que ce soit, ai-je répondu. Marc se tenait tranquillement près de la porte, laissant les enfants explorer. Il voulait voir où travaille oncle George. Ils font un projet d'arbre généalogique pour l'école, et tout à coup, ils ont un oncle à inclure. Est-ce qu'on peut venir te rendre visite parfois, a demandé Lisa. Papa dit que tu nous envoyais des cadeaux et des cartes, mais maman les renvoyait. J'aimerais apprendre à te connaître pour de vrai. J'aimerais ça aussi. Au cours des 3 mois suivants, j'ai vu les enfants régulièrement. Parfois, Marc les amenait à mon bureau après l'école. D'autres fois, nous nous retrouvions au parc ou allions au musée. Ils étaient avides de connexion familiale, de l'oncle qui leur avait été refusé. Émilie était au courant de ces rencontres. Marc lui disait tout, lui montrant des photos des enfants avec moi. Elle ne se plaignait jamais, ne s'insérait jamais, ne demandait jamais de traitement spécial. Elle regagnait son chemin minute par minute, heure par heure, jour après jour. Le cap des 6 mois est arrivé un jeudi pluvieux. La réunion d'évaluation de la garde a eu lieu au bureau de l'avocat de Marc. Je suis arrivé pour soutenir Marc, mais aussi en tant que superviseur nommé par le tribunal pour la première visite d'Émilie avec ses enfants. Émilie était déjà là quand nous sommes arrivés, assise dans la salle d'attente, portant un simple pantalon noir et une chemise blanche boutonnée. Pas d'étiquette de créateur, pas de bijoux, à l'exception d'un petit collier en argent avec les initiales de ses enfants. « Merci d'être venu, Georges », a-t-elle dit doucement. L'évaluatrice, une femme austère nommée Dr Patricia, avait interviewé toutes les personnes impliquées, Marc, les enfants, Émilie, sa thérapeute, son employeur, même son gérant de café. Madame Malisté, a commencé la docteure. J'ai examiné une documentation approfondie de votre comportement passé et de vos efforts de réhabilitation actuels. Votre thérapeute signale une assiduité constante et des progrès sincères. Votre employeur félicite votre éthique de travail et votre humilité. Votre mari éloigné confirme que vous n'avez violé aucune limite ou tenté de manipulation. Émilie s'est tenue droite, les mains jointes, ne disant rien. Cependant, a poursuivi la docteure, vos enfants ont exprimé à la fois le désir de vous voir et la peur d'être à nouveau blessés. James a spécifiquement demandé, et je cite, « Comment savons-nous qu'elle ne nous jettera pas comme elle l'a fait avec le cadeau d'oncle George ?» Émilie a tressailli, mais est restée silencieuse. Par conséquent, je recommande des visites supervisées, 2 heures chaque dimanche avec Monsieur Georges Malisté comme superviseur pour le premier mois, puis une transition vers un superviseur professionnel si les progrès sont satisfaisants. J'accepte, a dit Émilie immédiatement. Quoi qu'il faille. Cette première visite du dimanche a eu lieu dans un lieu neutre, une salle de jeu du centre communautaire. Je suis arrivé tôt pour trouver Émilie déjà là, installant des jeux de société et du matériel d'art qu'elle avait acheté avec son propre argent gagné. J'ai cherché ce qui les intéresse maintenant, a-t-elle dit nerveusement. James aime la robotique et Lisa aime l'aquarelle. Je ne sais pas s'ils aiment toujours ces choses, mais je voulais être préparé. Quand Marc est arrivé avec les enfants, ils se sont d'abord retenus, s'accrochant à leur père. Émilie ne les a pas pressés, ne les a pas submergés d'émotion. Elle s'est simplement assise par terre et a commencé à construire quelque chose avec le kit de robotique. Je ne comprends pas vraiment ça, a-t-elle dit à la pièce en général. Les instructions sont assez compliquées. L'instinct d'ingénierie de James a vaincu son hésitation. Tu tiens cette pièce à l'envers, a-t-il dit, s'approchant. Oh, vraiment? Peux-tu me montrer? En 10 minutes, James était assis à côté d'elle, expliquant les rapports d'engrenage, tandis qu'Émilie écoutait avec un intérêt sincère. Lisa était plus prudente. Mais quand Émilie a sorti des aquarelles de qualité professionnelle, pas les bons marchés pour enfants, son cœur d'artiste s'est un peu attendri. Où as-tu eu ça? A demandé Lisa. J'ai économisé, a dit Émilie simplement. Ma collègue est artiste, et elle m'a dit lesquels étaient les meilleurs.
Je voulais t'acheter du matériel adéquat. Pendant 2 heures, j'ai regardé Émilie être présente avec ses enfants d'une manière qu'elle n'avait jamais été auparavant. Pas de téléphone, pas de photos pour les réseaux sociaux, pas de performance pour un public, juste une mère réapprenant ses enfants, et des enfants réapprenant prudemment leur mère. Lorsque la visite a pris fin, James a fait un câlin rapide à Émilie avant de courir vers Mark. Lisa a fait un petit signe de la main. Émilie n'a pas insisté pour plus. Merci, m'a-t-elle dit après leur départ. De la supervision, de ne pas avoir rendu les choses plus difficiles que nécessaire. Tu as bien fait, ai-je admis. J'étais terrifié à chaque seconde, a-t-elle avoué. Terrifié qu'il me rejette. Terrifié de dire la mauvaise chose. Terrifié de retomber dans les vieux schémas. Mais tu ne l'as pas fait. Non, je ne l'ai pas fait. La docteure Martinez, ma thérapeute, dit que la peur est bonne. Elle me maintient humble. Elle me maintient consciente des dégâts que je peux faire si je ne fais pas attention. Au cours du mois suivant, j'ai supervisé 3 autres visites. Chacune s'est déroulée un peu plus facilement. Les enfants se sont un peu plus détendus et Émilie a prouvé une cohérence dans son changement. Le moment décisif est survenu lors de la 4e visite. Lisa avait peint un tableau de leur famille et elle y avait inclus Émilie, debout à côté mais légèrement à l'écart du reste d'eux. « Pourquoi suis-je là-bas » a demandé Émilie doucement. « Parce que tu retrouves ton chemin » a dit Lisa simplement. « Tu n'es pas encore complètement à la maison, mais tu marches vers nous. » Les yeux d'Émilie se sont remplis de larmes, mais elle n'a pas centré cela sur elle-même. « C'est exactement ça, ma chérie. Je marche vers vous, et je continuerai de marcher aussi longtemps qu'il le faudra. » Après cette visite, Émilie a demandé à me parler en privé. « Je veux te montrer quelque chose » a-t-elle dit, sortant son téléphone. Elle a ouvert son application bancaire, montrant un compte d'épargne avec $2000. « Ce n'est pas beaucoup » a-t-elle dit, mais c'est le mien. Gagner honnêtement. J'économise pour te rembourser. Pas pour tout, cela prendrait une vie entière, mais pour les fonds universitaires des enfants que j'ai volés, $20 000 chacun. À ce rythme, ça me prendra des années, mais je vais le faire. Émilie, tu n'es pas obligée. Si, je le suis, a-t-elle interrompu. Pas pour toi, pour moi, pour eux. J'ai besoin de faire de véritables réparations, pas seulement de m'excuser. Chaque dépôt dans ce compte est un choix d'être meilleur que je ne l'étais. Et ta vie? Ton appartement. Tu as besoin d'argent pour des choses de base. J'en ai assez. Je vis dans un studio qui coûte 6 cents par mois. Je prends le bus. Je fais mes courses dans des friperies. Je prépare mes repas le dimanche. Je vis comme une personne normale, et honnêtement, c'est la plus grande liberté que j'ai jamais ressentie. Elle a sorti la boussole bon marché qu'elle avait achetée, maintenant usée par le transport quotidien. Je vérifie ceci tous les matins, a-t-elle dit, non pas pour trouver des directions réelles, mais pour me rappeler que je choisis mon chemin maintenant. Personne d'autre ne paie pour ça, ne le permet ou ne le force. C'est juste moi qui choisis de marcher vers le vrai nord. 1 an plus tard, Thanksgiving est arrivé avec une chaleur inhabituelle pour novembre. Je me tenais dans ma cuisine, préparant la dinde tandis que Sarah aidait avec les accompagnements. Nous nous étions rapprochés au cours de la dernière année. Notre relation professionnelle avait évolué vers une amitié sincère et, récemment, vers quelque chose de plus. « Tu es nerveux » a-t-elle observé, me regardant vérifier mon téléphone pour la 3e fois en 10 minutes. C'est le premier Thanksgiving familial depuis que tout s'est effondré, ai-je admis. Mark amène les enfants, et Émilie sera là. Tu n'es pas obligé de faire ça, m'a rappelé Sarah. Le pardon n'exige pas d'organiser le dîner. Non, mais la famille le fait. Ou du moins, la famille que nous essayons de reconstruire le fait. La sonnette a retenti exactement à 14 heures. Mark est arrivé le premier avec James et Lisa, qui avaient grandi de manière notable au cours de la dernière année. James était presque aussi grand que son père maintenant, et Lisa avait échangé son comportement timide contre une confiance tranquille. Oncle George. Lisa a couru pour me faire un câlin, tenant un tableau qu'elle avait fait. J'ai peint ton immeuble de bureau. Regarde, j'ai même bien fait les fenêtres. C'est parfait, ai-je dit, le pensant. James a suivi avec une poignée de main qui s'est transformée en câlin. Maman est en train de se garer. Elle est nerveuse, elle aussi. Nous sommes tous un peu nerveux,
a admis Marc. Les premières fêtes sont difficiles après que tout change. Émilie est apparue dans l'embrasure de la porte, portant une tarte et un sac cadeau. Elle avait l'air en meilleure santé que je ne l'avais vue depuis des années. Elle avait repris un peu de poids après la perte de poids induite par le stress de son effondrement. Ses cheveux étaient de leur brun naturel au lieu des coûteuses mèches blondes, et elle portait une simple robe de Target qui, d'une manière ou d'une autre, lui allait mieux que n'importe quelle tenue de créateur. « J'ai fait une tarte aux pommes », a-t-elle dit, la brandissant. « Faite à partir de rien. L'université YouTube m'a appris. »« Depuis quand cuisines-tu » ai-je demandé, prenant la tarte. « Depuis que j'ai dû apprendre à me nourrir avec 15$ par jour », a-t-elle ri. Et c'était un rire sincère. Il s'avère que je ne suis pas si mauvaise quand je n'essaie d'impressionner personne. Le sac cadeau contenait quelque chose d'inattendu. Une photo encadrée de notre famille d'il y a 20 ans, avant que tout ne tourne mal. Mais elle avait été réimaginée comme une peinture à l'aquarelle. Lisa et moi avons travaillé dessus ensemble, a expliqué Émilie. Elle m'a enseigné les bases de l'aquarelle. Je suis nulle, mais elle a corrigé mes erreurs. J'ai seulement un peu aidé, a dit Lisa. Maman a fait la majeure partie elle-même. Nous nous sommes réunis dans la salle à manger, la même table où nos parents organisaient autrefois des fêtes. Émilie s'est assise à l'ancienne place de notre mère, mais cette fois, elle l'avait gagnée par le travail, pas supposée par l'aisance. Avant de manger, a dit Émilie, se levant nerveusement. Je voulais dire quelque chose, Georges. Est-ce que je peux? J'ai hoché la tête. Il y a un an, je n'étais personne. Pas un quelqu'un raté, mais vraiment personne. Aucune identité au-delà de mes mensonges. Aucune valeur au-delà de ce que les autres me donnaient. Aucun but au-delà du maintien d'une image qui me tuait. Elle a pris une respiration. Aujourd'hui, je suis Émilie Malistet, superviseur des comptes clients chez Brennan Industries. J'ai gagné ma promotion grâce à mon propre travail. Je suis Émilie Malistet, mère en rétablissement qui a ses enfants tous les 2 week-ends et pour le dîner du mercredi. Je suis Émilie Malistet, 12 mois sobre de l'addiction au besoin d'être supérieure aux autres. Elle a sorti une enveloppe et me l'a tendue. C'est un chèque de 2000$. C'est le premier paiement sur les 40 000 que j'ai volés aux fonds universitaires de mes enfants. À mon taux d'épargne actuel, je rembourserai tout en 8 ans. Mais Tom Brennan dit que si je continue de m'améliorer au travail, je pourrais devenir superviseur senior l'année prochaine, ce qui m'aiderait à le rembourser plus rapidement. Émilie, ai-je commencé, mais elle a levé la main. S'il te plaît, laisse-moi finir. Marc, tu m'as donné une seconde chance quand personne d'autre ne l'aurait fait. Tu m'as laissé revenir dans la vie de nos enfants quand tu avais tous les droits de me tenir à l'écart pour toujours. Les enfants, vous m'avez pardonné quand je ne l'avais pas encore mérité. Vous m'enseignez chaque jour à quoi ressemble vraiment l'amour inconditionnel. Elle s'est tournée vers Sarah. Je te dois aussi des excuses. J'ai volé ton idée commerciale à l'université, et quand elle a échoué, j'ai blâmé tout le monde sauf moi. Cette boutique n'était jamais à moi de diriger. C'était la tienne, et je suis désolé de t'avoir pris ça. Sarah a hoché la tête, son expression s'adoucissant. J'apprécie ça, Émilie. Vraiment. Enfin, Émilie s'est tournée vers moi. Georges, tu as sauvé ma vie en la laissant s'effondrer. Tu m'as aimé suffisamment pour arrêter de me faciliter la tâche. Tu m'as montré que le fond du trou a un sous-sol, mais aussi qu'il y a une échelle si l'on est prêt à la monter barreau par barreau. Elle a sorti la boussole de notre grand-mère, que je lui avais rendue 6 mois plus tôt, lorsqu'elle avait obtenu sa première véritable promotion. Cette boussole ne pointe pas vers le nord, a-t-elle dit, faisant rire tout le monde. Je l'ai fait vérifier. Elle est décalée d'environ 15 degrés. Mes grands-mères ne se souciaient pas du nord magnétique. Elles se souciaient du vrai nord, la boussole interne qui pointe vers l'amour, la famille et la vérité. Pour la première fois de ma vie, la mienne fonctionne. Nous avons dîné comme une vraie famille. Pas de téléphone à table, pas de photos pour les réseaux sociaux, pas de performance pour un public invisible, juste de la conversation, des rires et le silence confortable occasionnel. James a parlé de son équipe de robotique qui se rendait au final de l'État. Lisa a montré à tout le monde son portfolio pour le programme de jeunes artistes dans lequel elle avait été acceptée. Marc a partagé des histoires de sa salle de classe, et Sarah a raconté des histoires embarrassantes sur mes premières erreurs commerciales qui ont fait rire tout le monde. Émilie a également contribué,
non pas par des vantardises ou de fausses réalisations, mais avec un humour sincère sur son parcours. La semaine dernière, une femme m'a reconnu à l'épicerie grâce à cette vidéo virale, a-t-elle dit. Elle a commencé à enregistrer, attendant que je fasse quelque chose d'horrible. Alors, j'ai juste souri et j'ai dit, oui, je suis la femme qui a tout perdu et qui l'a mérité, mais je suis en train de reconstruire, et j'espère que vous n'aurez jamais à apprendre les leçons que j'ai apprises. Elle a arrêté d'enregistrer et m'a fait un câlin. Que as-tu fait? A demandé Lisa. Je lui ai rendu son câlin et j'ai pleuré dans l'allée des céréales, a ri Emily. Le gérant a dû nous apporter des mouchoirs. Après le dîner, pendant que les enfants aidaient Marc avec la vaisselle, Emily et moi nous sommes tenus sur la terrasse arrière, regardant le jardin où nous avions joué enfant. J'ai quelque chose à te dire, a-t-elle dit. La docteure Martinez me réfère à un spécialiste. Elle pense que je pourrais être prête à aider d'autres personnes qui traversent ce que j'ai traversé. Pas en tant que thérapeute, mais en tant que conseillère père, quelqu'un qui a été dans la fosse et qui a trouvé un moyen d'en sortir. C'est incroyable, Emily. C'est terrifiant. Et si je ne suis pas prête? Et si je blesse quelqu'un en essayant de l'aider? Le fait que tu poses cette question signifie que tu es prête, ai-je dit. La vieille Emily ne se demandait jamais si elle pouvait blesser des gens. La vieille Emily blessait les gens et appelait ça de l'amour, a-t-elle dit doucement. Nous sommes restés dans un silence confortable jusqu'à ce qu'elle parle à nouveau. J'écris un livre, pas pour la publication, juste pour les enfants. La véritable histoire de la chute et du rétablissement de leur mère. La docteure Martinez pense que cela pourrait les aider à comprendre quand ils seront plus âgés que les luttes en matière de santé mentale sont réelles, mais pas des excuses. Comment s'appelle-t-il? Les points de la boussole. Trouver son chemin vers la maison après avoir tout perdu. Ringard, non. Honnête, ai-je corrigé. Les enfants ont fait irruption sur la terrasse, suivis de Marc et Sarah portant le dessert. La tarte aux pommes faite maison d'Emily était étonnamment bonne, et elle rayonnait quand tout le monde en a redemandé. Alors que la soirée touchait à sa fin, Emily m'a pris à part une dernière fois. Je veux te montrer quelque chose, a-t-elle dit, sortant son téléphone. Elle a ouvert un document intitulé Liste de réparation. Il y a 147 personnes sur cette liste, a-t-elle dit. Tous ceux que j'ai blessés, à qui j'ai menti, que j'ai volé ou utilisé. J'ai fait des réparations directes à 38 d'entre eux jusqu'à présent. Certains ne veulent pas entendre parler de moi, et je respecte ça. D'autres, comme Madame Chen du pressing, après qui j'ai crié sans raison, ont été si gentils que ça m'a brisé le cœur. Elle a dit qu'elle priait pour moi. Tu fais vraiment le travail, ai-je dit, impressionné. Chaque jour. Certains jours, je veux abandonner, retomber dans des schémas faciles. Mais ensuite, je regarde ça. Elle m'a montré le fond d'écran de son téléphone. Une photo du dîner d'aujourd'hui avec nous tous autour de la table. C'est pour ça que je travaille. Pas l'argent, pas le statut, pas l'image. Juste ceci. La famille, la vérité, l'amour sans condition ni étiquette de prix. Alors que tout le monde se préparait à partir, Emily a distribué de petits paquets emballés. Je les ai faits dans mon groupe d'art-thérapie, a-t-elle dit, presque timidement. À l'intérieur se trouvaient de petits pendentifs de boussoles faits à la main, sculptés dans du bois et peints à l'aquarelle. Ils ne fonctionnent pas vraiment comme des boussoles, a-t-elle expliqué. Mais ce sont des rappels que nous avons tous une boussole interne, et parfois nous avons besoin d'aide pour trouver la direction qu'elle indique. James l'a immédiatement mis, le déclarant, cool. Lisa a dit qu'elle l'ajouterait à son sac de matériel d'art pour l'inspiration. Marc a empoché le sien avec un sourire doux, et Sarah a surpris tout le monde en mettant le sien immédiatement. Merci pour ça, Emily, a dit Sarah. Pour tout ça. Alors qu'Emily marchait vers sa voiture, une Honda Civic d'occasion qu'elle avait achetée avec son propre argent, elle s'est retournée pour regarder la maison. À la même heure l'année prochaine, a-t-elle demandé avec espoir. À la même heure l'année prochaine, ai-je confirmé. Plus tard ce soir-là, après que tout le monde soit parti et que Sarah m'aidait à nettoyer, elle a dit quelque chose qui m'a marqué. Tu sais quel est le vrai miracle, a-t-elle dit. Ce n'est pas qu'Emily ait changé. Les gens peuvent changer quand ils touchent le fond. Le vrai miracle, c'est que vous avez tous changé aussi. Marc est devenu plus fort. Les enfants sont devenus plus résilients. Et tu es devenu quelqu'un qui pouvait fixer des limites tout en aimant. C'est la vraie histoire ici.
Elle avait raison. La transformation d'Émilie était remarquable, mais elle nous avait tous transformés. Nous étions une famille différente maintenant. Pas parfaite, pas sans cicatrices, mais honnête. Nous avions appris que l'amour sans vérité est de la manipulation, mais que la vérité sans amour est de la cruauté. Nous avions trouvé l'équilibre. Cette nuit-là, je me suis assis dans mon bureau, regardant la boussole de notre grand-mère qui avait commencé tout ce voyage. J'ai pensé à Émilie la jetant, à la douleur qui a suivi, au long chemin de rédemption que nous avions tous parcouru. Puis j'ai ouvert mon tiroir de bureau et j'ai sorti un nouveau journal, écrivant sur la première page. Parfois, le plus grand cadeau n'est pas ce que vous donnez à quelqu'un, mais ce que vous arrêtez de lui donner. Parfois, l'amour ressemble à laisser quelqu'un tomber. Parfois, la famille signifie recommencer à zéro. Et parfois, une boussole cassée qui ne pointe pas vers le nord peut quand même vous guider vers la maison. J'ai fermé le journal et j'ai pris mon téléphone, voyant un SMS d'Émilie. Merci de ne pas avoir renoncé à moi, même lorsque tu as renoncé à me faciliter les choses. Je t'aime, frère. J'ai répondu, je t'aime aussi, sœur. À dimanche pour le café. Parce que c'est ce que nous faisions maintenant. Chaque dimanche, nous nous retrouvions pour un café dans le magasin où elle avait commencé son retour. Pas d'ordre du jour, pas de performance, juste un frère et une sœur apprenant à être à nouveau une famille, une tasse à la fois. La boussole était posée sur mon bureau, à 15 degrés du nord magnétique, mais pointant exactement là où elle devait, vers le pardon, vers la croissance, vers le vrai sens de la famille. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un courriel de Tom Brennan. George, ta sœur vient de soumettre une proposition commerciale pour une nouvelle initiative au sein de notre entreprise. C'est un programme d'éducation financière pour les personnes en convalescence après une faillite ou une crise financière. C'est brillant. S'appuyant sur son expérience personnelle et sa croissance professionnelle, elle ne demande aucun traitement spécial, juste un examen équitable. Je pense qu'elle pourrait être sur quelque chose de spécial ici. J'ai souri, sachant qu'Émilie avait trouvé son but, non pas malgré sa chute, mais à cause d'elle. Plus tard cette semaine-là, lors de notre réunion de café du dimanche, Émilie m'a montré une lettre d'une des employées de la boutique qu'elle avait maltraitée. « Chère Émilie, disait-elle, j'ai entendu parler de ton parcours par une connaissance mutuelle. Je voulais que tu saches que je te pardonne. Ta cruauté m'a appris à ne plus jamais accepter ce traitement. D'une étrange manière, tu m'as aidé à trouver ma force en me montrant ce que je ne deviendrai jamais. Je te souhaite la paix sur ton chemin. » C'est la 27e lettre de pardon, a dit Émilie. Je ne mérite aucune d'elles. C'est ce qui en fait le pardon, ai-je répondu. Si tu les méritais, ce ne serait que des reconnaissances. Alors que nous étions assis dans ce café, le même où elle avait recommencé avec rien, j'ai réalisé que notre histoire avait bouclé la boucle. Non pas pour revenir là où nous avions commencé, mais là où nous étions toujours censés être, deux frères et sœurs qui avaient traversé la pire tempête imaginable et avaient retrouvé leur chemin l'un vers l'autre. J'ai une confession, a dit Émilie soudainement. J'ai gardé une chose de mon ancienne vie. Elle a sorti son téléphone et m'a montré une photo de sa fête d'anniversaire, celle où elle avait jeté la boussole. Mais ce n'était pas le moment de cruauté. C'était plutôt dans la soirée, quand elle m'avait vu arriver pour la première fois. Et pendant juste une fraction de seconde, capturé par l'appareil photo de quelqu'un, son visage montrait un bonheur sincère de voir son frère. Ça me rappelle que même dans mon pire état, quelque part à l'intérieur, je t'aimais toujours. Je l'avais juste enterré sous tellement de détritus que je ne pouvais pas le trouver. Comme la boussole dans la poubelle. Mais tu l'as trouvé, ai-je dit. Nous l'avons trouvé, a-t-elle corrigé. Ensemble. Et c'est la vérité sur la famille, ai-je réalisé. Parfois, il faut tout perdre pour trouver ce qui compte vraiment. Parfois, les cadeaux les plus chers ne valent rien, et la boussole la moins chère est inestimable. Parfois, il faut tout démolir pour construire quelque chose de réel. Mais surtout, la famille signifie être présent, faire le travail, et choisir de s'aimer. Non pas malgré vos échecs, mais à travers eux. Alors que nous quittions le café, Émilie s'est arrêtée à la porte. Et, George. Oui. Merci de m'avoir jeté. C'était la seule façon pour moi d'apprendre à me retrouver. Je ne t'ai pas jeté, Émilie. J'ai jeté la fausse version de toi. J'ai gardé la vraie toi en sécurité dans cette unité de stockage, attendant que tu reviennes. Elle a souri.
Ce sourire sincère d'enfance que je pensais ne plus jamais revoir. Eh bien, je suis de retour maintenant. Oui, ai-je convenu. Tu le es. Que feriez-vous si quelqu'un que vous aimiez jetait votre cadeau le plus précieux? Partiriez-vous pour toujours? Ou les aimeriez-vous assez pour les laisser tomber, sachant que le fond du trou pourrait être la seule fondation assez solide pour bâtir une vraie vie? Parfois, le plus difficile n'est pas de couper les ponts avec quelqu'un. C'est de savoir quand le laisser revenir. Mais quand vous le faites, quand vous faites tous le travail pour guérir et grandir, vous pourriez bien trouver que votre famille est plus forte pour avoir été brisée.